Rap Prime History, hein, l'émission qui vous raconte l'histoire du hip-hop mauritanien. Et comme prévu, je reçois, et je signale qu'il était de passage en Mauritanie et j'ai pu mettre la main sur lui, je reçois le grand Ameno Fils, connu sous le nom d'Ali Wega. Il est de passage en Mauritanie et comme prévu, voilà, on devait parler de l'histoire du hip-hop mauritanien, étant donné qu'il est le point de départ, et je le souligne. Alors bienvenue à Ameno Fils, bienvenue à Nouakchott, de retour au Bercail. Ça fait plaisir de te voir et de te recevoir dans cette émission. Merci merci gardien, Ouais. parce que toi tu es le gardien. Ouais, on m'appelle comme ça, on m'a surnommé le gardien. Je salue ce que tu fais, Merci, ce que tu fais merci. pour le hip-hop mauritanien. Merci. Et je salue ceux qui te suivent, ceux qui me suivent. Donc, big up. Voilà, je suis content d'être là et de partager Merci. ça. Merci, tout le plaisir est à nous, toute la joie est à nous, franchement. En tout cas, je sais une chose, d'après les échanges qu'on a eus et d'après ce que moi-même je sais, parce que je te voyais, bon, je ne me connaissais pas bien, mais bon, je sais que tout a commencé entre 83 et 84, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on parle bien des débuts du hip-hop en Mauritanie, parce que le hip-hop, c'est pas seulement le rap, et ça ne commence pas par le rap. Effectivement. On a démarré en 83-84. C'est vraiment là qu'on a commencé par le smurf, voilà, et le breakdance, donc on le dansait. Et comme je disais, c'est le paradoxe entre la naissance du hip-hop dans les ghettos américains, depuis le début des années 70, en fait, progressivement, ça a pris le boost dans les années 80, vraiment, c'est devenu le hip-hop à proprement parler. Et nous, on le découvre parce qu'on habite dans des quartiers où on a la chance de voyager, de partir en France, aux États-Unis, et on est revenu avec ça dans nos bagages. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc c'est le paradoxe. Le hip-hop en Afrique, et c'est vrai dans toute l'Afrique de l'Ouest, ça naît dans des quartiers, on va dire aisés, alors que ça vient des États-Unis du ghetto, quoi. Du ghetto, c'est ça. Effectivement. Voilà, et donc ça démarre là, puis après, 83-84, on a les cassettes VHS à l'époque, avec des émissions qui nous viennent de la France, à choquer, ou des films qui commencent à arriver des États-Unis. Voilà, exactement. Avec parfois aujourd'hui on appelle ça des tutos sur YouTube, avec des démonstrations de danse où on apprenait comment faire la coupole, comment tourner sur en fait, voilà. C'est là que vraiment les choses ont commencé. Et nous on reproduisait ça entre les potes ici dans le quartier ILOM. Voilà, c'est là que les choses ont commencé pour nous. Oui, effectivement, Ameno Fils, si j'ai bonne mémoire, c'est comme ça que ça s'est passé un peu partout en Afrique. D'ailleurs, moi j'ai vécu la période breakdance au Burkina et c'était comme ça. Oui, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, donc il fallait être en contact avec l'extérieur, la France, les États-Unis, et pour pouvoir avoir des cassettes vidéo, pour pouvoir être au diapason de ce qui se passe. Et voilà, effectivement, c'était comme ça. Donc, en fait, quel est un peu ton parcours? C'est-à-dire, je sais que tu as fait quand même, vous êtes passé à la télé, par exemple, vous avez fait des concerts. Bon, on va dire qu'on était jeunes et tout ce qui nous animait, on voulait s'amuser en fait. Et donc, j'étais avec des amis, des frères, donc il y avait des membres de notre groupe. On a créé un groupe à l'image de ce qui se faisait. Les États-Unis, il y avait New York City Breakers, Rocksteady Crew. Donc c'était des groupes mythiques qui étaient connus. Et donc en France, il y avait Paris City Breakers, donc forcément on imitait. Et nous, on a fait ILOM City Breakers. On a donné le nom de notre quartier tout simplement. ILOM Family Breakers. On a donné comme ça. Je sais que dans toutes les grandes capitales, il y avait Abidjan City Breakers. Effectivement, si. Voilà, même au Burkina. C'est ça, il y avait tous ces groupes. C'était général. Donc on se retrouvait dans la cour de nos maisons, là où il y avait, j'allais dire, du perron. Quand on pouvait trouver un vinyle, on le mettait par terre et puis on dansait, on mettait notre ghetto blaster, on mettait les cassettes et puis le kiff. Il y avait un peu de micro, mais à l'époque on ne pouvait pas parler encore vraiment de rap. On dansait
Et quand on prenait le micro, c'était un peu pour faire comme Sydney, Ouais, qui animait l'émission HIP. C'était pour en fait appuyer, dire telle personne danse comme ça, voilà, la personne bouge comme ça. Donc dans les groupes, il y avait les frères Diawara, il y avait Zozinga, il y avait Pape Diagana, voilà. Donc c'était à l'époque. Je connais tout ce monde-là. Et c'est vrai qu'il y a eu, tu parlais de télé, on a été effectivement les premiers et les seuls à l'époque à être passés à la télévision mauritanienne dans une émission sportive, Télésport. Voilà, qui est porté par un monsieur qui était très important, Koulibaly Suleiman. Donc ça c'est vraiment... je le connais. Donc c'était vraiment bien qu'on ait pu avoir ça, et il faut rendre hommage en fait à des personnes qui ont permis ça. Nous on était jeunes, on s'amusait, et on passait dans les quartiers, quand il y avait des baptêmes, quand il y avait des mariages, on trouvait le moyen de venir bousculer avec toute cette nouveauté qui n'était pas dans nos traditions, qui n'était pas... Voilà. On venait, on nous mettait un peu de place et puis on faisait nos démonstrations, on dansait puis on repartait. Bon voilà, c'était un phénomène un peu particulier. Le fait de passer à la télé, ça nous a fait sortir de notre quartier. Et ça a amené ça à un niveau national. Ici en Mauritanie, passer à la télé, c'est quelque chose. Il faut le souligner. C'est pas comme en Europe, c'est pas comme un peu. Voilà quoi. Dans notre société, c'est quelque chose de passer à la télé. C'était une première pour l'époque. Surtout à l'époque, C'était une première. Alors, je pense que l'événement marquant quand même à tes débuts, c'était. Tu m'avais parlé d'une caravane, c'est ça, qui venait des États-Unis. En fait, c'est la Croix-Rouge qui faisait une tournée humanitaire et ils ont embarqué avec eux un groupe de hip-hop. Donc c'était la première fois pour nous de voir, de toucher un groupe de hip-hop. En fait, on est en 85, 86. En fait, il y a des films mythiques qui sont sortis, Beat Street et Break Street, en fait. Et dans Beat Street, en fait, il y avait New York City Breakers et les Rocksteady Crew, donc qui faisaient des battles. Et il y a des danseurs qui ont joué dans ce film-là, qui sont venus en fait en Mauritanie au travers de cette tournée. Le groupe qui est venu s'appelait The Magnificent Force. Waouh, des Américains. C'était un groupe. C'est impressionnant quand même. À l'époque, déjà de nos jours, je ne vois pas ce truc, mais c'est impressionnant quand même. On a eu cette chance, en fait. Ils sont venus, ils ont fait un show au stade olympique. Et c'était un petit concours de danse, des trucs comme ça. Ils ont organisé un concours de danse et nous on y a participé. Et on a été parmi les gagnants, on était 4. Il y avait 3 membres de mon groupe, plus une 4e personne. Et on l'appelait Ali l'Ivoirien, donc il était là, il faisait partie du Nouakchott City Breaker. Et donc on a ensemble fait ce concours et les Américains nous ont fait derrière un stage. C'était le prix à gagner en quelque sorte. Le stage, le stage, ils nous ont transmis les fondamentaux. Donc, on s'amusait quand on dansait, on imitait. Mais là, eux, c'était des professionnels. Voilà, de l'autre côté, il y avait l'instruction, un peu la formation. Qui nous ont transmis les fondamentaux des pas de danse. On a embarqué ça, et donc à partir de là, on a grandi en fait. Très important. Parce qu'on a vu effectivement, c'est une grosse sur scène expérience. Du DJing, il y avait un DJ avec des platines. On a vu un gars qui avait le micro qui faisait du beatbox. Magnifique. On a vu un gars qui prenait le mic, qui chauffait la foule avec les say et puis ensuite qui rappait à la Africa Bambata. Donc c'était le style à l'époque. C'est clair. Et on a découvert tout ça avec des danseurs, avec des différents styles. Et voilà, donc ça nous a nourri quoi. C'est clair, c'est une grosse expérience. Dans ce sens-là que je disais que c'était vraiment un tournant aussi. C'est vrai. Et vous avez reçu aussi des petits prix, des jogging, les Pumas, mais à l'époque, attention, à l'époque c'était la sape, on les mettait dans les baskets, on tirait les chaussettes. Et puis voilà, il y avait l'accoutrement aussi qui a suivi toute une évolution. Mais au début, c'était juste les jogging qu'on mettait, Nike, Puma, Adidas et tout ça. Alors, mes fils, juste après le passage des Américains, qu'est-ce que vous avez fait d'autre après?
Bah, après le passage des Américains, comme je disais, on est monté en puissance parce que tout ce qu'on a vu, on l'a intégré. Et en plus de danser, on s'est mis à imiter le reste, c'est-à-dire le beatbox. Oui. Voilà. Ah Moi, oui, j'avais des vrai. platines à la maison, donc on commençait à faire des scratchs. Voilà. Et commencer en fait à utiliser les phases B, trouver des instrumentaux sur les vinyles pour pouvoir rapper. Donc on peut dire que c'est là réellement que le rap a commencé, mais on était en train comment dire, d'imiter. À la phase d'imitation. Voilà, il y avait un groupe, d'ailleurs, c'était produit par un Français, mais c'était des gars de New York qui s'appelait Break Machine. Ah oui, 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 voilà. J'ai connu, et on dansait sur leur musique, les frères Lindsay, et du coup, non seulement on imitait leur chorégraphie, on allait à la plage pour faire les acrobaties parce qu'il y avait le sable et tout ça. Et donc, voilà, on est monté en puissance, on a rajouté les autres éléments du hip-hop. En plus de la danse, on a rajouté voilà, le scratching. Et il y a eu d'autres jeunes qui sont revenus des États-Unis et qui ont ramené les premières boîtes à rythme. Waouh. Voilà. La famille s'agrandissait. Voilà. Et puis une influence d'un autre hip-hop qu'on ne connaissait pas, qui est venu aussi de là. Et tout ça, c'est venu nous renforcer. Voilà, voilà. Et c'était en quelle année tout ça encore? Ça s'est passé. Donc il y a eu 83, 84, 85, puis ils sont arrivés quand les Américains? Les 86, ils sont venus 85, 86, et puis du coup, ça a duré jusqu'en 1989 avec les événements. Mais pour ceux qui m'écoutent, franchement, c'est pour la jeunesse mauritanienne, les artistes mauritaniens, les rappeurs, cette époque, c'était soit vous n'étiez pas né, soit vous venez de naître. Donc c'est vraiment notre souvenir très précieux qu'on doit conserver, quoi. Voilà. Donc après ça, tu es allé juste après à Dakar, c'est ça? Oui, en 89, il y a eu des événements qui ont accéléré un peu un départ. Je devais partir à Dakar en 89, mais à la fin de l'année scolaire. Parce que la famille était affectée en mission. Mon père était d'ailleurs déjà parti à l'époque. Mais j'étais ici avec les événements ont précipité notre départ. On est parti, voilà, et j'ai laissé ici. En pleine année scolaire 1989. J'ai laissé ici le hip-hop, la danse que je faisais, le rap que je faisais, le basket que je faisais, avec des amis, et je suis parti à Dakar. Ok. Bon, voilà. Alors, 1989, tu te rends à Dakar, mais je crois bien que ça ne se termine pas là, l'histoire ne finit pas là. Non, effectivement, j'arrive à Dakar, il y a les événements qui sont douloureux forcément, on quitte ici, voilà, vous savez ce qui se passe dans cette période-là. Oui, effectivement. Moi j'arrive à Dakar dans un quartier qui s'appelle Liberté 6, et là au départ je m'ennuie un peu, donc je suis seul à la maison, et je découvre mon quartier. Je découvre des voisins, je fais la connaissance d'une voisine qui m'invite à une soirée, et là je rencontre d'autres jeunes. Forcément, je danse, et les jeunes qui sont là constatent que je danse différemment, que je ramène quelque chose. Et moi, j'y ai pas prêté forcément attention. Quelques semaines après, il y a eu une deuxième soirée où j'étais invité. Et quand je suis allé, j'ai vu que les mêmes jeunes faisaient les mêmes pas que j'avais fait la dernière fois. Et ça m'avait marqué, du coup on a sympathisé. Et en fait, on était quelques jeunes du quartier où on a créé un groupe, c'est devenu mes potes. On a créé en fait un groupe qui s'appelait Groupe Liberté 6, tout simplement. En fait, on se retrouvait, il y avait une place. Et je ramenais mon ghetto blaster et en fait on dansait. Donc ça, j'ai donc en fait quelque part recréé mon univers de danse et tout ça. C'est ça, oui. Voilà, et j'ai un cousin qui est venu en vacances de France, qui nous a rejoints, qui est revenu aussi lui avec l'influence des nouvelles tendances françaises. Il nous a ramené de nouveaux pas et tout ça. Et on allait ensemble en boîte, dans une boîte qui s'appelait le Sunset Sahel. Et
j'allais avec mon cousin seulement au départ. Et quand j'ai vu sur place qu'il y avait des groupes de hip-hop qui venaient danser. En fait, les gars qui venaient de différents quartiers, notamment un groupe qui s'appelait Los Dioros et un autre groupe qui s'appelait les Frères You. Mais il faut préciser que ton cousin, c'est le célèbre Dougiti. Bah lui, effectivement, Amadou. lui, ça arrive après à Amadou. C'est-à-dire que là, je suis en train de danser. On est en train de faire de la danse avec les jeunes du quartier. Et moi, je vais en boîte. Et je vois qu'en boîte, en fait, il y a des jeunes qui sont en groupe, qui font des chorégraphies. Et moi, ce que je dis, mais ces gars-là, on danse mieux qu'eux. Ouais. Et quand je suis retourné au quartier, j'ai dit à mes gars-là, mais il faut qu'on aille en boîte parce que avec les pas qu'on a appris ensemble, je suis sûr que ces gars-là, on peut les déléger. Ouais. Parce que ce que je me suis rendu compte qu'ils venaient et ils rentraient gratuitement en boîte. On leur payait les boissons et tout ça. Nous, on venait toutes les semaines et on payait. Donc je me suis dit, mais ce qu'ils font là, on est capable de le faire. Exact. Donc je venais avec le groupe et on est monté sur scène une première fois. Et ça a fait une révolution parce qu'on a fait des pas de danse différents. Et à partir de là, on a eu nos tickets d'entrée gratuits. On venait. La contrepartie, c'est qu'on avait les boissons gratuites et on faisait le show. Ouais. Donc nous, ça nous c'est le kiff. C'est super. Voilà. Donc ça, c'est la phase danse. C'est ce que je fais pour répondre à ta question. L'aventure, elle continue parce que le hip-hop, c'était là, mais par la danse. Et parallèlement à ça, bien sûr, il y a les études. Forcément, comme j'ai arrêté j'ai arrêté ici au lycée. Je n'ai pas fini l'année, voilà. Donc j'ai dû reprendre là-bas. Et le lycée dans lequel j'étais, j'ai rencontré, on m'a dit, toi, rappeur comme tu es, il faut que tu fasses la connaissance de celui qui représente le rap ici. Et c'était Awadi. Didier Awadi. Voilà, c'est là que commence l'aventure. Exactement. On me l'a présenté. D'ailleurs, pour l'anecdote, il m'a un peu toisé, quoi, en fait. C'est-à-dire, on me l'a présenté, on lui a dit que je faisais du rap et tout. Il m'a demandé, tu rappes en quoi? Dans quelle langue? J'ai dit en français. Il m'a dit non, nous on rappe en anglais, quoi. Donc, ce qui n'était pas très vrai, mais il rappait en anglais, certes, mais il rappait aussi en français, déjà. Donc moi, je rappais exclusivement en français. Donc, je voyais qu'il faisait du rap dans les lycées, dans les collèges. D'ailleurs, c'est lui qui est le premier à m'avoir invité dans un collège à Dakar pour que je vienne rapper avec son groupe. Son groupe, c'était le Syndicate. Le Syndicate, voilà. Oui. Voilà, il était avec ses potes, Maïb, Ziza, voilà, ils étaient tout un groupe. Et c'était vraiment eux qui représentaient, quand on parlait de rap au Sénégal, c'était eux. Oui. Donc moi, j'arrive, je vois ça, je suis un peu le challenger. Donc au quartier, à Liberté 6, avec mes potes, on continue à danser et à aller en boîte. Et parallèlement à ça, il y a ma mère qui me dit, bon, il faut que je t'amène pour que tu fasses la connaissance de ta tante qui habite à côté. Dans le quartier. C'est là que... Il m'a amené voir ma tante. Oui, effectivement. Et quand on arrive chez ma tante, il me présente ma tante, et qui en fait... et mes cousins et mes cousines. Et en fait, on est chez Amadou, mon cousin de Guiti. Voilà. C'est là justement. C'est là que je rencontre mon cousin qui était... je me souviens encore de l'image, il est souvent devant chez lui, avec une guitare. Ils ont un arbre devant la maison. Et il jouait là, il était assez réservé, mais il avait déjà le talent de musicien. Et on a sympathisé. Et on s'est retrouvé un terrain commun, c'est que lui il aimait le hip-hop, moi aussi. Et on échangeait, on avait des cassettes, il écoutait du Deggy Fresh, voilà, Cool Moody, voilà, moi j'écoutais du KRS-One, on échangeait, voilà, on échangeait nos cassettes. Et c'est comme ça. En fait, la boîte de nuit, le Sunset Sahel, je dis boîte de nuit, mais c'était des matinées d'ailleurs, on avait des matinées. Quand j'allais en boîte pour danser, Awadi venait aussi en tant que VIP pour rapper. Je le voyais rapper et je disais, mais je rappe mieux que lui, ce gars-là. Tu vois, c'est le talent.
C'est le talent qui parlait. Et j'ai dit, mais voilà, le gars, c'est ce que je me disais. Et je me suis dit, bon, de la même façon que quand j'ai vu les danseurs, j'ai dit, on danse mieux qu'eux. J'ai été chercher mes gars de Liberté 6. On est venu leur faire la concurrence. Et on les a bougés. Et de la même façon, je suis allé chercher Amadou Deguiti. Parce qu'au quartier, on a commencé à échanger les cassettes, on a commencé à rapper ensemble, mais au quartier, juste entre nous comme ça. Et je lui dis, il faut qu'on aille en boîte et qu'on aille faire notre show. Donc on a commencé à faire des trucs, on a commencé à faire le show, mais notre groupe, on l'a appelé The King MCs. Voilà, on s'est dit qu'on était les rois et on est allé direct challenger en fait les gars, les anciens qui étaient là, c'est-à-dire les Awadi qui étaient en place. Donc c'est comme ça que ça a continué, que ça a démarré. Voilà, on était deux groupes concurrents et voilà, ça se passait comme ça. Si j'ai bien compris, il y avait deux groupes. PBS n'était pas encore créé. Il y avait Awadi de son côté avec The Syndicate, et de l'autre côté, il y avait toi et Dogiti. Avec le King MC. On était vraiment deux groupes en concurrence et le Sunset Sahel était un endroit où on se rencontrait pour quelque part. C'était pas des battles directs. Chacun venait passer sur scène et faisait son show. Mais il y avait un air de battle. C'était indirect. Oui, c'est ça. Voilà, donc on était en concurrence et nous quand on retournait au quartier, aussi bien pour la danse que pour le rap, avec le GL6 mais avec aussi le King MC, on travaillait pour venir avec nos punchlines, avec des textes qui tapaient. Mais on rappait en anglais et en français. Deguiti principalement en anglais, moi en français, et puis Awadi mélangeait les deux. Et Awadi mettait un tout petit peu, quelques mots en Wolof. Tu vois, mais pas grand chose. Et ça, moi, ça m'a tapé à l'œil. C'est-à-dire que j'ai vu la façon dont le public réagissait quand Awadi mettait quelques mots en Wolof. Donc, il avait d'ailleurs un texte que j'ai gardé en mémoire parce que c'est des choses qui nous ont marqué les textes de l'époque. Donc, il disait, tu le sais, qui le dit, mon nom c'est Awadi, le mec plein de feeling qui te fait vibrer. Même on me déteste, mon nom est sur les lèvres, il est cool, il est réel, il est soft, c'est un tchof. Donc ces mots-là en Wolof, tchof, c'est ça. Tu vois ça? C'est la naissance du rap Wolof. Voilà, du rap africain. Awadi, on peut dire que c'est lui qui a eu ce truc-là et qui a mis ces quelques mots. Mais il n'y avait pas plus que ça, il n'y avait pas de longues phrases, c'était des petits mots comme ça. Voilà, et donc moi quand j'ai vu ça, quand on est retourné au quartier, j'ai dit la lumière, c'est. Je suis rentré chez moi, j'ai fait un texte, je suis venu voir mon cousin Amadou, je lui ai dit écoute, j'ai un truc. Il me dit vas-y, je sors le texte et tout. Quand je finis, il se roule par terre, il part. Pour lui, c'était impossible. Il me dit tu es fou. Mais moi, je me suis dit genre, tu es fou, genre j'ai tout déchiré. Il me dit non, ça, si tu chantes ça, on va nous jeter des tomates. Il me dit si tu fais ça, on va nous jeter des tomates. Non, parce que c'était du jamais vu. Il me dit, je dis mais moi je vais faire ça. Je lui dis à la prochaine fois qu'on y va, je vais le faire. Il me dit non. Il me dit moi, tu fais si tu veux, mais je ne te connais pas. Je croyais qu'il rigolait. Et on est allé en boîte. Et au moment où on nous donne un point VIP, on s'installe, on nous ramène nos boissons, on se pose tranquille, on attend que notre tour arrive. Et puis on va pour prendre le mic. On dit en général au DJ quel instrumental il doit mettre. Mais c'est souvent des sons connus, des phases B, des vinyles et tout ça. Et en fait, il ne me suit pas. En fait, je vais sur scène, il vient pas en arrière. Donc j'y vais tout seul. Je prends mon mic et je commence à faire mon texte. Donc je commence le texte. Pendant 10 secondes, en fait, les gens sont en mode qu'est-ce qui se passe quoi? Observation. Et moi, je trouve le temps hyper long. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, ça y est, je suis cuit. 30 secondes passent, mais j'ai pas eu le temps de finir mon texte. En fait, les gens sont venus me porter, me soulever. Waouh! Si on avait gagné la Coupe du Monde ou un truc comme ça, c'est clair. Ça a fait un peu peur. Donc ça a été le premier rap en Wolof. C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. Donc, et j'espère que ceux qui nous suivent là retiennent bien ça.
Voilà. Ça n'existait pas avant, il n'y avait pas d'autres groupes qui faisaient du rap en Wolof. Il y avait des tassous, il y avait de la musique traditionnelle, mais il n'y avait pas de hip-hop en Wolof, en texte pur, en ce moment-là. Non, mais c'est incroyable, c'est de la création ça. Mais ce que je sais aussi, c'est que vous étiez fortement, surtout toi, qui était très imprégné des valeurs africaines. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que tu es vraiment lancé dans ça. Et on peut dire qu'aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont créé le rap africain, comme on dit. Même si c'est le langue Wolof, c'est une première en Afrique. Disons que, en fait, je pense que on est arrivé à ça parce que moi, je viens de la Mauritanie et j'avais un regard extérieur quand je suis arrivé à Dakar. Donc, rapper en Wolof, pour eux à l'époque, c'était dénigrant. Pour moi, rapper en Wolof, en fait, voilà, c'était ça. C'était ça, c'est en lien avec l'éducation que j'ai eue, avec mes parents qui nous ont dit voilà, nos valeurs, l'africanité. Mais pour autant, on était jeunes et c'est comme ça. Les influences aussi. C'est ce qui est cool et ce qui marche, c'est ce qui vient des États-Unis, qui vient de France, c'est ça. qui vient jusqu'à cette époque-là, c'était encore ça. Voilà. Et donc, du coup, on a fait cette aventure en étant en concurrence avec le groupe de Awadi, le syndiqué. Nous, on était en face. Et il y a eu un festival où il y a eu pas mal de groupes américains qui sont venus. Je crois qu'il y avait Jermaine Jackson qui est venu, il y avait pas mal d'artistes américains qui étaient venus. Et on est monté sur scène, deux groupes. La concurrence était devenue très rude. Et je me souviens, c'est le premier, on va dire, il y avait des bon, aujourd'hui c'est très hardcore. À l'époque c'était plus cool. On se faisait la concurrence sur scène, en dansant et tout ça. Il n'y avait pas de violence. C'était plus soft. Voilà. Mais quand même, on a eu quelque chose qui était le premier coup, qui a été fait par Awadi, qu'il a fait au King MC, parce qu'il nous craignait quelque part. On préparait des cassettes où on mélangeait des bouts d'instrumentaux, on les collait ensemble, on faisait un mix en fait, une sorte de medley pour que quand on va passer sur scène, on fait nos transitions de rap entre De Guiti et moi et tout ça. Et on a préparé ça tranquillement et on a donné la cassette au DJ derrière. Sauf que Awadi est passé, il a dit au DJ en fait de mettre la sienne. En fait, voilà, il a utilisé notre son. Donc en fait, comme il passait avant nous, il a dévoilé notre truc, ça nous a un peu déstabilisé et tout ça. C'était de bonne guerre, c'était la concurrence à l'époque. C'est des choses, je suis sûr que lui-même, il s'en souvient même plus. Mais c'est des choses qui s'étaient passées dès l'époque. Mais on n'était pas encore pire. On était King M6 contre. Donc c'était contre The Syndicate. Et on était en concurrence toujours indirecte. Mais ce jour-là, il y a eu ce truc-là. Après, DJ a eu Awadi donc a eu ses potes. Ils sont partis. En Europe, oui, voilà, ils ont eu leur examen, le bac et tout ça. Les gens ont commencé à bouger et donc il s'est rapproché de Amadou parce que moi c'est pareil, je devais partir aussi, étudier en France et donc du coup on est en 90 et on a fusionné en fait. On a fusionné en gros, on s'est retrouvés autour de valeurs qu'on partageait. Exactement. Et puis on avait besoin les uns des autres, donc surtout les deux. Voilà, on s'est mis ensemble au moment d'une soirée, d'un anniversaire en fait. Voilà, celui de Awadi nous a invités et puis les choses se sont faites. La fusion s'est faite. Donc le PBS est né comme ça. Et donc moi j'étais membre fondateur, parmi les membres fondateurs du PBS à Dakar. Donc, mais seulement dès que le PBS est né, quelques semaines après, quelques mois après, je suis parti en France. En France. Yeah. Amenophis, alors, à travers mon analyse, qu'est-ce que je remarque? C'est que de 83, 84, 85 jusqu'en 89, en Mauritanie,
tu cartonnes, tu influences le mouvement hip-hop, tu le démarres carrément avec ton équipe et tout le monde autour de toi. Tu vas au Sénégal en 89, tu cartonnes encore, c'est-à-dire que tu es presque, tu fais partie de ceux qui ont créé même PBS, hein, et ensuite tu vas en France, et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, bon, c'est vrai que on ne faisait que s'amuser, Ouais. et donc c'est vrai qu'après on voit que les choses, c'était pas prémédité. Au Sénégal, on a fait effectivement les premiers raps en Wolof, et on a fait naître le PBS, on a construit ensemble. Et je suis allé en France, et quand je suis arrivé en France, dans ma tête, j'étais encore membre du PBS. Parce que je continuais à écrire le texte et j'envoyais à mon cousin Amadou. Je lui ai enregistré des sons, je lui ai envoyé, et lui aussi, il a enregistré des choses, il me l'a envoyé. D'ailleurs, quand je rappais à l'époque, quand les gens ont commencé à connaître le PBS, les gens disaient mais tu rappes comme les PBS, tu imites les PBS. Et je leur disais non, en fait, on est issus de la même, donc c'est normal. C'est la même école. Voilà, c'est la même école, on s'est influencés les uns les autres. Et donc quand j'étais en France d'ailleurs, il s'est passé des choses à Dakar. Les PBS, ils ont continué à bosser parce que c'est ça le truc. Ils ont bossé sur le terrain. Le truc a commencé à prendre avec le rap en Wolof qui a commencé à se généraliser à Dakar. Et il y a MC Solar qui est venu à Dakar, qui a découvert le PBS et qui les a invités en France. Okay. Donc quand ils sont arrivés en France, le PBS, ils m'ont contacté. Parce que, comme je disais, de 90 à 92, j'étais encore membre du PBS, on échangeait, je continuais mes études moi en France, mais je leur envoyais des textes. Et parallèlement, j'ai rencontré un DJ en France qui s'appelle DJ GM, un vrai frère. Jusqu'à présent, on est ensemble et on a fait du son ensemble. C'était lui le DJ. Donc, tu as continué en France? Je faisais des sons là-bas. Mais pour moi, quand je rappais, j'ai encore les textes en tête. Je rappais en tant que membre du Positive Black Soul. Je parlais de moi en tant que Positive Black Soul. Voilà, c'était Jay-Z-O avec le nom. J'avais pas encore changé de blaze. Donc c'était Jay-Z-O. Et je disais que j'étais membre du PBS. Et quand les PBS sont venus en France par Solar, ils m'ont contacté. Voilà. Mais ils sont venus. On avait installé déjà ce qu'on appelait la Nubian Spirit. Parce que c'est quand je suis arrivé en France que j'ai redécouvert Cheikh Anta Diop, que j'ai redécouvert les origines africaines donc communes. J'ai vraiment compris certaines dimensions des civilisations africaines, je les ai redécouvertes et j'ai mis ça dans ma musique. Donc c'est ce que Degiti appelle la Nubian Spirit. La Nubian Spirit, Et c'est là que j'ai changé de blaze. J'ai changé Jay-Z-O en Amenophis. Et puis c'est de Amenophis. Fils de Cam. Donc ça, on a continué à échanger nos textes, nos vibes, nos styles. Et du coup, quand ils sont venus en France, comme je disais, j'étais encore membre du PBS, puisque notre première scène, c'était Solar avec son Possi 501 qui allait sortir une compile. Et ils ont organisé un show au Bataclan. Donc avec les différents groupes qui allaient passer sur scène. Et le PBS a été invité là. Et là, on a mis, il faut le dire, on est monté à 3 sur scène. Derrière nous, il y avait le DJ Crazy Lee, d'accord, qui était un DJ vraiment connu à l'époque, qui nous a accompagnés. Et on peut dire qu'on a mis une claque au hip-hop français parce que les gens étaient impressionnés, stupéfaits, c'est clair. Ils découvraient le rap en plus Wolof. Des Africains, quoi. C'est ça. Le Wolof a cette particularité d'être une langue, comme beaucoup de langues africaines, qui claque. Oui, c'est vrai. Et donc, les gars, ils entendaient ça, ça passait mieux que le français dans la façon dont on le maniait. Et donc, du coup, ça a impressionné. Et à partir de là, le PBS a été découvert. Et d'ailleurs, les gars du PBS
étaient comme beaucoup de jeunes Africains. Ils ne pensaient pas, ils ne voulaient pas revenir. Ils pensaient que c'est bon, on est arrivé en France, on est là, on a réussi, on ne bouge pas. Et moi, j'étais déjà sur place depuis un moment, j'avais une autre vision. Je leur ai conseillé, je leur ai dit, les frères, c'est pas ça. Là, vous tenez quelque chose. Et avec la Nubian Spirit dont je parlais, c'était pas cohérent de dire qu'il faut rester en France. Je leur ai dit, vous détenez là quelque chose d'original. Si vous restez ici, vous devenez comme tous les jeunes rappeurs de banlieue, vous n'avez aucune particularité par rapport à... Donc, en revanche, si vous êtes là-bas, vous êtes crédible, vous êtes authentique, parce que vous faites du hip-hop africain, il faut que ce soit de là-bas. Les gars ont trouvé une maison de disques grâce à ça c'est une autre histoire, grâce à Bob Marley et tout ça qui a aidé à signer avec la maison de disques de Bob Marley à Mango. Et donc, ils ont signé. Et moi, en ce moment-là, j'avais choisi les études. J'étais dans les études. J'étais en prépa maths sup, donc j'ai pas choisi cette voie-là. Donc, mais parallèlement à ça, je fréquentais les sound systems à Paris. Donc, il y a une influence raga très forte dans ma musique. Je l'ai eu aussi. Voilà. Donc, du coup, ça fait du raga hip-hop. J'écoutais des groupes comme Poor Riders Teachers, PRT, avec donc cette influence raga hip-hop, voilà, plutôt du New Jersey. Excuse-moi, c'est pas pour te couper, mais il y a même une tendance qui veut que le rap provienne un peu de la Jamaïque. Avec le premier DJ là, Kool Herc, qui était jamaïcain, qui faisait des parties là-bas aux États-Unis, à New York et tout ça. Et c'est de là aussi que c'est un peu parti. Enfin, il y a un lien, quoi. C'est toujours des influences comme ça, et c'est ce qu'on essaie de raconter là, pour expliquer comment tout ça naît, comment on s'influence. Voilà, le PBS avec Amadou et DJ, ils ont un gros mérite. Ils ont fait un taf de dingue. Une fois qu'ils ont signé, l'influence qu'ils ont eue sur toute l'Afrique de l'Ouest, vraiment, voilà, c'est le premier groupe. Et puis, nous, on a apporté notre pierre, c'est-à-dire que moi, le premier album de PBS, par exemple, il y a une partie de texte que j'ai pu écrire dans cette période dont je te parle. C'est des textes qui ont été repris, comme Le Président d'Afrique. C'est un de mes textes que j'ai enregistré, que j'ai envoyé à Davidi. Il l'a transformé en changeant peut-être, on va dire, 10% des mots, certaines tournures de phrases, mais le texte en lui-même, voilà. Président d'Afrique. Président d'Afrique. Quand on parle de leur titre phare, il y a un passage, ils disent Douma Sadiam, oui, je vois. Ça, c'est une version raga que moi je faisais au moment où j'ai fréquenté. Et j'aimais bien ce passage-là, Douma Sadiam. Donc, du coup, voilà. Bon, ça s'est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'Amadou, qui est mon cousin, m'a dit frère, voilà, là on est signé, on va enregistrer pour l'album, est-ce que je peux utiliser les sons? Je lui ai répondu tu es mon frère, mes sons c'est tes sons, vas-y, tu peux les utiliser. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a fait ça comme ça. Donc bon, du coup, quelque part, je suis un peu un ghostwriter. C'est vrai, c'est ça. En tout cas, voilà, sur le premier album de PBS. Et moi, je me suis mis ensuite à créer mon propre groupe. En France En France, voilà. J'ai créé un groupe. J'étais avec DJ GM. Donc là, je suis parti en solo avec Jezio sur Paris. Et après, je suis allé en province. Quand PBS est venu et qu'on a fait le show, ça m'a permis de rester en contact parce que les PBS ont dit à Solar. Quand je dis les PBS, j'en étais membre, mais c'est donc Didier Dogiti en particulier qui a dit à Solar, bah voilà, lui c'est notre frère, il a fondé le truc avec nous, il va être notre représentant ici, on laisse la connexion. Donc je fréquentais le 501 pendant quelques mois, et après comme je devais bouger en province, j'ai dit à Claude MC que je partais. Je quittais, il m'a dit tu vas où? J'ai dit que je vais à Angers. Il m'a dit à Angers, le mouvement hip-hop là-bas, il y a un collectif. Il y a 6 mix
tu vas trouver les gars là-bas avec voilà, des gars qui sont assez actifs. Donc quand je suis allé là-bas, j'ai cherché les gars, j'ai étudié et j'ai cherché les gars. Je suis rentré en connexion. Et parallèlement, la danse était toujours là, puisqu'en fait, pour payer ma chambre d'étudiant, je donnais des cours en fait, de danse dans une maison de quartier. Wow. Le hip-hop que j'avais appris ici en Mauritanie, avec les Américains qui étaient venus, ça m'a servi là-bas en fait. Oh là là. J'ai repris le smurf et pas le breakdance. Non, mais c'est toujours d'actualité jusqu'à présent. On danse toujours le hip-hop. Donc j'ai donné ces cours-là. Et ce qui est fort, c'est qu'il y a un jeune à l'époque à qui je donnais des cours qui travaillait avec moi, qui a créé sa compagnie en France, qui est devenu un professionnel. C'est un jeune d'origine sénégalaise, il s'appelle Amala Dianor. Il a une compagnie qui s'appelle la compagnie Amala Dianor. Et c'est un professionnel de très haut niveau dans le hip-hop. Donc ça, ce sont des choses qui font notre fierté. Quand on voit le parcours qu'a fait JBS d'une part, et le parcours qu'a fait ce jeune Amala qui est devenu en fait une référence, un expert dans le domaine de la danse contemporaine, on s'est dit c'est la suite de ça, quoi. Donc voilà un peu comment le PBS a continué de son côté. Quand il venait en France, il faisait des concerts. Parfois, je les rejoignais, je faisais les shows avec eux, comme si j'étais membre du groupe. D'autres fois, c'était avec mon groupe. Parce que quand je suis allé à Angers et que j'ai rencontré donc, le milieu du hip-hop là-bas, j'ai fondé mon propre groupe parce que ce que j'ai vu me paraissait trop sectaire. Les gens étaient dans the real hip-hop en disant que le vrai hip-hop, voilà. Et moi, j'avais dépassé ça. Parce que dans le hip-hop, j'avais intégré ma culture africaine. Dans une autre dimension. Voilà, on était beaucoup plus ouverts. On mettait des éléments de R&B, on mettait déjà du raga. Donc il y avait du raga hip-hop et des choses comme ça. Alors que eux, j'ai trouvé des gars qui étaient, c'est normal, il faut des tendances. Mais ils étaient dans quelque chose qu'ils considéraient que c'est ça le vrai hip-hop et le reste, ça ne l'était pas. Bon. Alors que voilà, pour nous, c'était un peu plus ouvert, on avait un peu plus de... C'est des racines, pour moi, c'était de la maturité, il fallait comprendre. Il fallait trouver des DJ qui osaient sampler de la musique africaine. Parce que dans la tête des gens, c'était pas possible. Ils ne faisaient encore qu'imiter ce que les Américains faisaient. Mais nous, on avait dépassé ça, on avait commencé ça depuis jeune. Donc c'est normal, ils étaient encore jeunes, il fallait leur laisser le temps. Donc parallèlement à ça, moi je faisais des textes où il y avait des paroles dans des langues africaines. Des sonorités aussi. Et au niveau de la musique, j'ai dit c'est simple. Les Américains, comment ils sont venus à faire du hip-hop? Ils ont pris les sampleurs et ils prenaient des sons qu'ils connaissaient. La musique, la funk, la musique qu'écoutaient leurs parents. La funk, la soul, voilà, et jusqu'à ce qu'ils sont venus à sampler du classique. Mais c'est parce que c'est cette musique-là qu'ils connaissaient. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ok, il faut être aligné, puisque on prône des valeurs africaines, samplons la musique africaine. Donc c'est comme ça que je me suis mis à faire ça. Et le seul autre groupe qui faisait ça avant nous, c'était le groupe Jolof avec Omar Sow. Oui, je connais. Voilà, donc c'est eux qui faisaient ça en France. Et pareil, au niveau des vêtements, on mettait que des baggy, machin. Et on s'est dit, voilà, moi j'ai mes tantes ici qui sont qui font de la teinture traditionnelle. On a demandé à faire coudre des baggy avec les tenues africaines, la teinture africaine, voilà, des motifs. Et donc ça, on a commencé à mettre ça avant que ça ne devienne une super mode. Actuellement, c'est tout ça. Voilà, à l'époque, c'était pas le cas. C'est la mode. Donc il y a eu cette phase-là, Angers, avec le groupe Africa que j'ai ensuite appelé Kamit. Donc j'ai créé le groupe Kamit. PBS est venu dans une salle à Angers. On a fait leur première partie. Après, je suis remonté à Paris avec mon groupe. On a fait pas mal dans toutes les salles en région parisienne. On a fait pas mal de sons.
À l'époque, bon, il n'y avait pas Internet, donc on ne balançait pas nos sons sur le net. C'était plus des concerts. On tournait beaucoup, on remplissait des salles. Dès qu'on faisait des concerts, on avait 200, 300 personnes qui venaient. Donc voilà, on s'est fait comme ça. Aujourd'hui, il y a les membres de mon groupe, il y a Nzanga qui est au Gabon. Voilà, il est rentré au Gabon, il a continué là-bas. Il y avait des gars qui faisaient du R&B, Damani et Lemba. Bon, c'était un Antillais et puis l'autre était d'origine centrafricaine. Donc on a fait quelque part un groupe panafricaniste. Voilà, mix et chacun a amené quelque chose, R&B, hip-hop, voilà. Et puis de la musique africaine qu'on mélangeait dans tout ça, bien sûr avec DJ GM qui nous accompagne. Waouh! Dis donc, avec tout ce parcours, franchement très 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 impressionnant, depuis les années, début des années 80, jusqu'en 2000, 2010 et tout. Bon, actuellement, je pense que les gens ont envie de savoir qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as abandonné la musique, tu es toujours dans la musique, qu'est-ce que tu fais? En fait, depuis le début, comme je disais, il y avait quelque chose qui vibrait. On était jeunes, on voulait s'amuser, on a fait les choses et on a avancé comme ça sans trop de calcul. À un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'anime en fait? Ce qui m'anime, c'est le lien avec les gens, le fait de pouvoir partager, de faire des choses ensemble, d'être dans des projets. Donc le hip-hop me donnait tout ça. Et je n'ai pas fait plusieurs albums ou des choses comme ça, je ne me suis pas professionnalisé dans la musique. J'ai toujours fait d'autres choses à côté. Mais je garde un pied, comme je dis dans le leçon, un pied dans le hip, l'autre loin de l'autre. Je suis toujours un pied dedans, au travers en fait de mon réseau. Ce que je fais, c'est de la transmission, c'est-à-dire je fais du conseil. Quand d'autres amis aujourd'hui, des amis, management quoi. Voilà. Bon, du conseil, c'est-à-dire que les gens font leurs albums, ils m'appellent, je viens écouter, je leur donne mon avis, ils m'envoient les sons, voilà, ils écrivent des textes, ils me demandent leur avis, mon avis, je le donne. Comme ça, voilà, c'est du conseil, c'est de l'orientation. Ils préparent leur show, ils vont passer sur scène. Je vais leur donner quelques éléments de conseil qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Je le fais depuis toujours. Quand PBS vient, Awadi, quand il s'est mis en solo, il vient échanger, d'autres. Mais c'est des échanges. Voilà, actuellement, je fais aussi de la transmission vers ma fille. Ah ben j'ai vu ça. Hein. Voilà. Et je tenais à souligner aussi que même ton père, il a été côtoyé par des artistes, par des gens. Les gens disent ça, ouais. Les gens disent moi, il m'en a parlé quand même. Même hier, il m'en parlait. Pour faire court, le papa, c'est vrai que c'est bien d'en parler, que lui, il a initié des mouvements de jeunes ici à l'époque. C'est ça. Donc il a accompagné. Il les accompagné, même en Tunisie, il m'a dit, un peu partout dans des festivals. Mais c'est quelque chose. Et il a écrit des textes pour une chorale. Il me l'a dit aussi. Qui s'appelait Yilenkare. Et l'un des textes de cette chorale-là, qui s'appelait Kuturu, la chanson, c'est elle qui a été reprise par les frères Touré Kunda. Mais ça, oui, par les Touré Kunda. Les frères Touré Kunda, et leur titre phare, qui s'appelle Emma. Voilà. Bon, super. Et donc du coup les gens disent... Non mais c'est pour ça qu'aujourd'hui même ta fille, elle est tentée de faire la transmission. La transmission, voilà. J'ai récupéré certaines choses de papa. Super. Et aujourd'hui, bon, ma fille, quand elle m'a dit qu'elle voulait faire de la musique, je mets à sa disposition mes connaissances, mes ressources. Super. Je l'accompagne en studio, je la coach, je l'aide à écrire certains de ses textes. Elle ne fait pas exactement la même musique que ce que je faisais, mais voilà, je l'accompagne dans ce sens-là. Et donc voilà, ça c'est ce que je continue à faire.
Et j'ai envie de dire, ce que je fais là avec toi, pour moi, ça en fait partie, c'est la transmission, c'est partager. Là, le fait de partager l'histoire du hip-hop, Oui. c'est ça. Chacun prend ce Effectivement. qui peut, En tout cas, je suis ce qui peut l'aider. très, très content que tu sois là aujourd'hui. Grâce à toi, aujourd'hui, les gens sauront la jeunesse d'aujourd'hui. D'ailleurs, au passage, est-ce que tu as, pour le mot de la fin, quelque chose à dire à ces jeunes aujourd'hui? Je pense que tu es là. Depuis la France, tu suis un peu ce qui se passe. Sur Internet, tu vois un peu, tu as suivi un peu l'évolution, quoi, je veux dire. Oui. Est-ce que tu as vraiment quelque chose à leur dire, je sais pas, n'importe quoi, un conseil ou un petit mot? Voilà. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes. Enfin, et dans l'ordre. Le premier, c'est de continuer à prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Wow, ouais. En s'amusant au niveau de la musique. Quand on aime quelque chose, on ne compte pas, on fait les choses. Donc, moi, je vois beaucoup de choses. Il y a beaucoup de talent. Les jeunes ont beaucoup de talent. Après, la deuxième partie, c'est il faut entreprendre. Il faut entreprendre, il ne faut rien attendre d'autrui. Oui, faites les choses, très important. Faites les choses par vous-même. Oui, merci. Voilà, organisez-vous, structurez-vous et vous allez amener tout ça très loin. Voilà. La concurrence, elle est saine parce qu'elle permet d'avancer. Donc voilà, tout ce qui est battle et tout ça. Et puis après, il ne faut pas oublier que vous représentez quelque chose ensemble. C'est-à-dire on peut être deux groupes de hip-hop et être quelque part des ennemis dans la concurrence, dans la musique, dans les challenges. Mais à un moment donné, il faut s'unir dans un intérêt commun pour organiser les choses et avancer ensemble. Vrai, donc moi, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Les Américains, ils sont très virulents dans la concurrence, mais l'esprit entrepreneurial est là. Mais les gens se mettent ensemble pour faire des compiles. Les gens se mettent ensemble. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ils sont très bien entraînés. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Donc, il faut se regrouper, unir ses forces pour sortir des choses. Et puis après, le talent fera la différence sur le reste. Voilà. Parfois, s'il y en a un qui doit briller plus que les autres, quand il monte, il tire les autres. C'est ça. Ça peut paraître très naïf. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est comme même ça en qu'il faut France, faire. ça s'est beaucoup passé. Voilà, en tout cas, c'était Ali Oyega et Amen Office. Restez connectés pour la suite de l'histoire du hip-hop mauritanien. Fils de Cam, Diaspora. Rappelle-toi le commerce triangulaire. L'Occident est un vampire, s'est nourri des forces du continent mère. Jour après jour, sur le macadam, on condamne Dame Digidam, Babylone. Et c'est pas les pylônes, je crache mon phrasé et sa ville pylône. Dois-je dire pourquoi nous sommes réunis alors que mon peuple fut désuni? Nous disons la requête des vrais démunis, ne l'oublions pas, le savoir prémuni. De Samori à Marcus Garvey, des poètes et des vrais soldats veillent. Même si les miens sont blasés, nos mots resteront gravés. Jalansuni, Jalabane, de Panama, Kingston, Jalansuni, Jalabane, tous fils de Cam, Jalansuni, Jalabane, de Dakar à Kingston, Jalansuni, Jalabane, tous fils de Cam. De l'île de Gorée, le fils de Cam est parti. Mes biens et mon sang, ils ont réparti. Si je demande qui en a tiré parti, pourquoi je vois des yeux qui s'écarquillent? J'analyse le cas à vous, Jamal. Si je dis je m'en fous, c'est faux, j'avoue, j'ai mal. Je rêve d'être le Kosi à ma cause. Il me réveille et voit les miens tomber comme un Kosi. Dois-je dire pourquoi nous sommes réunis alors que mon peuple fut désuni? Nous disons la requête des vrais démunis, ne l'oublions pas, le savoir prémuni. De Samori à Marcus Garvey, des poètes et des vrais soldats veillent. Même si les miens sont blasés, nos mots resteront gravés. Jalansuni, Jalabane, de Dakar à Kingston, Jalansuni, Jalabane, tous fils de Cam, Jalansuni, Jalabane.
Jalabane, de Panama, Kingston, Jalasuni, Jalabane, Diaspora, 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 Diaspora. Tisser des liens, diggy dong dang, avec les miens, fils de Bantou, de Mondeng. Ameno, fils de Kaham, déglingue les frontières de Panama, Saint-Domingue. Dois-je te dire pourquoi nous sommes réunis alors que mon peuple fut désuni? La requête des vrais démunis, ne l'oublions pas, le savoir prémuni. De Samori à Marcus Garvey, des poètes et des vrais soldats veillent. Même si les miens sont blasés, nos mots resteront gravés. Jalasuni, Jalabane, De Panama, Kingston, Jalasuni, Jalabane, Jalasuni, Jalabane, de Dakar à Kingston, Jalasuni, Jalabane, Jalasuni, Jalabane, Jalasuni, Jalabane, Jalasuni, Jalabane, de Dakar à Kingston, Jalasuni, Jalabane, Jalasuni, Jalabane, Jalasuni, Jalabane, au-delà de Babylone, Diaspora, 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 Diaspora.